Quelle ambiance! Merci beaucoup, public de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous dans ce cristallisant rendez-vous de la mi-journée. Eh bien, au sommaire de cette émission, on parlera photographie, on parlera bien évidemment de littérature et il y aura aussi de l'humour au rendez-vous. Si le contenu de cette émission vous intéresse, restez tout simplement en notre compagnie car c'est midi! C'est maintenant! Eh oui, c'est midi, c'est maintenant! Et j'ai le grand bonheur de me retrouver aujourd'hui. On va commencer par la dame qui est en train de se photographier, Priscille, la dégameuse, que je vous demande d'applaudir. Une autre. C'est important. Voilà. Concentration, la bouche en cœur. La bouche en cœur. Oh, ouais, c'est passé. Voilà, il ne faut pas s'amuser avec le travail, on ne sait jamais. Des photos en plein direct, c'est aussi ça, c'est midi. N'est-ce pas, le doyen Cassie? Ça va? Vous êtes en forme? Ça me fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et bien sûr, Docteur Phil O. N'est-ce pas? Merci, merci. Merci, merci. Merci public. Et nous, tout à l'heure, moi j'ai été écœuré par la prestation de Priscille. Ça, c'est pas de la photographie, Caroline. Je suis désolé. Bon? Non, ça, c'est pas de la photographie. Quand c'est comme ça, vous mettez en péril. Nous, les photographes professionnels, on travaille en péril. Non, ça, c'est pas de la photo. Selfie, bouge, fais comme ça. C'est pas de la photo. Un bon photographe, quand il prend, il te donne rendez-vous une semaine après, tu passes pour ça au laboratoire et on lave les photos. C'est de ça, ça c'est pas de la photographie. Et donc, nous pensons bien que nous allons parler de la photographie aujourd'hui et non statuer sur ce métier noble. Parce que c'est pas un photographe en ango, hein. Voilà, c'est photographe professionnel. Merci beaucoup, Docteur Philo. Vous avez dit que c'est un métier noble. Pour être un métier noble, c'est véritablement un métier noble, puisque notre thème du jour nous le dit. Mon appareil photo a fait de moi un bienfaiteur. Notre invité témoin se nomme Kwasi Konan Guy Claude. On le recevra dans quelques instants. Voici son portrait. Notre invité a touché à tout pour être là où il est aujourd'hui. Kwasi Konan Guy Claude avait deux rêves, l'école et la photographie. Vu qu'il avait le niveau CM2, comment faire pour être photographe professionnel? Sa souffrance commence à l'âge de 15 ans, en tant que manœuvre dans le champ de son oncle. Kwasi Konan se refuse à la vie paysanne, il veut réussir. Guy Claude prend le risque d'affronter les dures réalités de la ville en faisant une série de petits métiers. Aujourd'hui, à 39 ans, Guy Claude est à la tête d'une grande fédération. Notre invité n'a pas fini de nous surprendre. Le reste de son histoire avec Caroline. Et merci à vous, public, de recevoir notre invité témoin du jour, Kwasi Konan Guy Claude, qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Kwasi Konan Guy Claude, je pense qu'à cause des applaudissements, il a bienvenue. Ça va, vous êtes bien installés? Et on est avec nous, la Fédération des photographes. Merci pour cette belle ambiance que vous mettez dans ce studio. Et on voudrait profiter donc de l'occasion pour faire aussi un clin d'œil à Anassé qui fait un travail remarquable. Eh bien, quand il n'est pas dans ce studio, ça se sent. Et quand il est là, ça se sait. Anassé, merci beaucoup pour le public. Kwasi Konan Guy Claude, le président de la Fédération nationale des associations et syndicats des reporters, photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire. Notre invité témoin, dans quelques petits instants, nous aurons votre histoire. Mais avant, voici l'avis de notre docteur en humour, Docteur Philo. C'est parti. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Mon appareil a fait de moi un bienfaiteur. C'est ça, je vais me désaltérer un peu. J'aime bien le clin d'œil à Anassé tout à l'heure parce que c'est un peu comme le photographe de ce studio. Je vais aller vers mes collègues, c'est mieux. Voilà, faites votre émission. Photographe, voilà, on est ensemble. C'est ça. Voilà, c'est ça, Robert. Voilà, c'est ça, la photographie, non,
la photographie nous fait du bien. Quand vous prenez la photo, vous êtes fiers de rendre beau des gens qui sont là. C'est très, très... Non, mais c'est bon. La photographie, c'est ça. C'est pas à l'époque, les photographes qu'on appelait les photographes en anglais à l'époque ou autre. Maintenant, la photographie a évolué. Nous sommes des professionnels. Et je parle au nom de tous les photographes. Pas que les femmes, quand vous portez vos uniformes, là, nous nous prenons pour des billards. Non, quand on ne prend pas pour des billards, nous on prend tout notre temps. Et souvent, parfois, ce qui fait que le métier, en fait, c'est-à-dire pour que le métier soit noble, pour que toi-même tu sois un bienfaiteur dans ton métier, il faut que tu acceptes beaucoup de choses. Pour voir, nous les photographes, nous tuons, vous êtes là, vous êtes la preuve, nous nous tuons. Souvent, des femmes qui arrivent. Une femme qui est de cette taille, tu ne peux pas t'arrêter pour prendre photo. Et tu es obligé de te coucher. Et de prendre. Et tu es obligé de faire tout ça. Et malheureusement, au retrait de la photo, elle te dit, ah, si c'est pas beau de danser, tu es un mauvais photographe. Ma soeur, si tu es boubou, tu sors boubou. Je suis désolé. Et donc, c'est un métier de bienfaiteur parce qu'il y a beaucoup de pardon, il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. Mais de grâce, nous les photographes, vous êtes là, faites très attention. Respectez nos personnalités. D'accord. Sinon, respectons nos personnalités. Parce qu'il ne s'agit rien d'aller prendre une photo de quelqu'un dans un mariage, dans un baptême de photos surprise, et vous étalez même le ministre au soleil. Au soleil, ah oui. Attends, vous étalez monsieur le ministre au soleil. C'est vrai que quand on parle de notre bienfaits, il faut qu'on parle un peu de nos mauvais côtés aussi. C'est la photo du ministre, c'est pas le ministre. Non, la photo, oui, mais attends, mais c'est pas une personne. Moi, je parle d'une personnalité au soleil, et le gars, il est là, il va sans André Claclo. Il a tiré des têtes. Mais sinon, le métier en or, c'est un métier où vous acceptez beaucoup de choses et vous faites du bien aux gens. Parce que vous rendez beau ce qui est laid. Point. Ouh là là. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci. Moi qui pensais que c'était le reflet de la personne qu'on voyait sur la photo, mais là c'est le contraire parce qu'il y avait une expression qui disait dans le temps, si tu es boubou, tu sors boubou. En mais fait. les gens ne comprennent pas en fait. Les gens ne comprennent pas. Qui s'est déjà regardé dans le miroir et dit, vraiment ici boubou? Personne. Tu te regardes même, tu es boubou, tu dis, oh mignon garçon. Non mais attends, il faut que ça sorte. Merci beaucoup, Dr Philo. On va retrouver un autre membre de l'équipe. Il s'agit de Chris Paterne Assémian pour le micro-trottoir. C'est parti. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assémian. Et salut Caroline, nous sommes sur le site de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise dans le cadre du micro-trottoir de ce jour. La question de ce jour est celle-là. Est-il possible de faire du social en vendant des photos? Nous vous proposons quelques réactions. En vendant uniquement que des photos, moi je pense bien un photographe peut faire du social. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a pas mal de photographes même à travers le monde qu'on a vu. Vraiment, qui arrivent à s'en sortir. On a pas mal à s'en sortir quoi. Donc je pense que même en Côte d'Ivoire, si c'est possible de le faire, surtout avec la jeunesse, voilà, on peut le faire. Ça se pourrait. Parce que si il peut photographier les grands types, il peut avoir de l'argent. Photographe, après tout, c'est un métier qu'il fait, donc il peut avoir de l'argent. L'argent que lui il va avoir là, il peut prendre pour s'occuper de lui-même sa personne, mais il ne peut pas prendre pour s'occuper de plusieurs personnes, à moins que lui-même ses besoins ne soient pas beaucoup. C'est possible parce que le métier de photographe, c'est un métier noble. Par exemple, je prends un exemple, tu peux te retrouver dans une cérémonie de mariage, peut-être comme dans un festival, où tu peux tirer au moins 100 à 10 photos. Déjà 10 photos, mais en raison peut-être d'une photo à 500 francs, c'est déjà significatif. Maintenant, ça dépend maintenant de la personne. Maintenant, tu exerces le métier. Donc, si la personne est ambitieuse, peut rester dans ça et puis faire plus, aider les gens aussi. Pas du tout. Tu ne peux pas gagner de l'argent réalisé avec des photos. Tu peux pas. Ancien photographe du quartier. S'il peut contribuer à une action sociale. Je pense que ce n'est pas possible parce que le photographe, son secteur d'activité n'est pas assez développé, donc il n'a pas beaucoup de moyens suffisants pour pouvoir faire ce genre d'action sociale. Merci pour le micro-trottoir. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Kwasi Konan Guy Claude. Mon appareil photo a fait de moi un bienfaiteur. Allons-y donc à la source de l'histoire. Alors, il faut dire que vous êtes fils d'enseignant, vous êtes enfant d'enseignant, et les informations que nous avons reçues dans le portrait nous disaient qu'à partir de la classe de CM2, vous avez commencé à broyer du noir. Racontez-nous, s'il vous plaît, votre histoire. D'accord. Il faut dire qu'à l'âge du CM2, comme vous l'avez dit, en classe de CM2. En classe de CM2. Et
Mon père, quand j'ai échoué mon entrée en 6e, mon père qui était très fâché, et il m'a envoyé en vacances à Soubri, précisément à Boussoukro, chez mon oncle, où mon oncle était le chef du campement. Et donc, comme bon petit qui va en vacances, je vais en vacances tout content. Je vais rejoindre mes amis. Et puis après 3 mois, là, je c'était reviens. plus une punition Ah, que des vacances. c'était une punition que moi, je ne savais pas. Donc, je suis parti. J'arrive là-bas, on finit les 3 mois. J'ai dit à mon oncle, bon, je vais rentrer maintenant, puis on doit reprendre les cours. Il me dit, non, attends. Et 2 jours après, il me réveille très tôt. Il dit, non, ton père dit que tu ne veux plus aller à l'école, ton école est finie. Il faut que tu restes ici, tu sois un grand planteur. On va chercher femme, on va te marier, on va te donner une plantation, c'est fini, tu ne vas plus en ville. Ah! En classe de CM2, En vous classe avez de quel âge? CM2. À ce moment, j'avais 14 ans. Donc, j'ai resté là, j'ai grandi ici, toute ma vie va rester là. Il dit, oui, c'est fini. J'ai pleuré. J'ai pleuré 2 jours, je ne mangeais pas. J'ai pleuré, mais après, je me suis dit qu'à la montagne, Dieu pourvoira. Parce que c'est Dieu qui détient tout. Et comme ça, j'ai commencé à travailler là-bas avec mon oncle. J'ai fait 5 ans. 5 ans à Boussoukro, en train de travailler la terre. Vous n'êtes plus retourné en ville? Je ne suis plus retourné en ville. Effectivement, mon père avait reçu son coup, donc je ne suis plus retourné en ville. J'ai tapé 5 ans en travaillant la terre. Et pendant ces 5 ans, et chaque mardi, qui est le jour de marché, on s'en va, le marché à 9 km du campement. Donc là-bas au campement, c'est par saison. Souvent c'est arachide, souvent c'est avocat, souvent c'est orange. Donc chaque fois on charge sur les grosses cuvettes et on va au marché. Donc quand on va au marché, souvent on a 800 francs, on a 1200, on paye à ticket, lance-pied, les petits trucs et puis on rentre au campement. Et c'était terminé l'aventure avec l'école? C'était terminé comme ça. C'était terminé comme ça. Vous étiez très mauvais à l'école alors? Oui, à l'école, sérieusement, il faut appeler. Quand mon papa, souvent mon papa, en déménage, il prend les grandes maisons à cause de moi. Mais quand j'entends le sifflet de mes amis dehors, ils sautent la clôture, on est parti. Ah, d'accord. Il n'y avait pas que les mauvais résultats. Ah, je ne disais pas. Vous étiez un élève indiscipliné. Il fallait le dire, il fallait commencer par ça. D'accord. Donc mon père, ça lui faisait mal, c'est une punition, mais ça lui faisait mal. Et donc, chaque mardi, quand on fait le marché, on rentre, pendant les 5 ans. Et chaque janvier, chaque premier, notre papa nous donne 30 000 francs, notre oncle en question. Et c'est les 30 000 qu'on retourne encore au marché, on paye les jeans de beaucoup de couleurs, et puis on s'en va fêter. Et chaque fois, quand on fait, il dit, bon, après les 5 ans, j'ai dit à mon oncle, ah, tonton, je vais aller à Soubri. Parce que vraiment... Là, c'est votre oncle? Non, là, c'est mon père. Ah, c'est votre père. Lui, c'est mon père. Et vous? C'est moi qui... Voilà. Non, lui, c'est mon oncle qui est là. Ok, voilà, c'est mon oncle. Père à son âme, il est décédé. Oui, c'est moi qui suis à côté. Voilà. Les gars, hein? Et donc, après les 5 ans, quand j'ai fini, je lui ai dit, tonton, je vais partir en ville, qui était Soubri. Il dit non, qu'il faut rester ici. Or, il s'apprêtait, effectivement, comme il a dit, il s'apprêtait à vraiment me donner femme et puis me donner déjà une portion de forêt. Donc, j'ai vu ça venir et dit non, moi, je ne vais pas rester au village. Avec tout ce que j'ai vu en ville, ma place n'est pas ici. Et c'est comme ça, je suis parti. Et vous n'étiez surtout pas prêt pour le mariage? Non, il n'était même pas prêt pour le mariage. Non. Et comme ça, j'ai fait Tréclé. Tréclé, ça dit que vous partez travailler par jour et on vous paye 1500. Et j'ai fait 2 jours, 1500, j'ai eu 3000. Donc les 3000, pendant que tout le monde dormait, moi j'ai pris mon sachet et puis mes quelques habits que j'avais, j'ai emballé, j'ai attaché et j'ai commencé à marcher de Boussoukro jusqu'à Soubri. Et plus de 54 km. Sans connaître quelqu'un, je l'ai fait à pied et en partant, j'avais que mon Dieu. Il dit, Dieu, c'est toi qui me guides. Conduis-moi à bon port. Et Dieu a exaucé mes prières. Je suis arrivé à Soubri. Je suis arrivé à Soubri, direction, je suis allé à la gare. Parce que je ne connais personne. À la gare, j'ai dormi sur les bancs. Et j'ai fait 3 jours parce que mon pied était enflé. Donc j'ai attendu quand la douleur est passée. J'ai dormi sur le banc. Quand les gens viennent des gares, les passagers qui voyagent, ils prennent leur sac, ils prennent leur cuvette. On me donnait 100 francs, 200 pour que je puisse manger. Et c'est ce que je faisais. Après, je suis allé maintenant au marché. Les femmes qui veulent fermer le marché le soir, je les aide à faire entrer leur bagage. Elles me donnent aussi quelque chose que je peux manger. Donc ils faisaient cette navette entre la gare et le marché puisque je n'avais pas un toit, j'avais personne. Je me dis que mon Dieu mon Dieu seul suffit et qui va me guider. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après ça, j'ai été kiosman. J'ai géré kiosque où on fait les spaghettis, les cahiers, dialogue. On connaît. J'ai été kiosman. Après ça, j'ai géré maquis. J'ai géré maquis où j'étais payé à 15 000.
15 000 par mois. Et quand on fait l'inventaire, à la fin du mois, le nombre de bouteilles cassées, le nombre d'assiettes, tout ce qui est manquant, c'est dans mon salaire qu'on déduit. Donc, je me retrouve avec 5 000 ou soit moins que 5 000. Mais je disais toujours, le plus important pour vous, c'était d'avoir une activité qui vous permettrait de gagner de l'argent. De gagner de l'argent. Et c'est comme ça que je faisais. Donc, vous avez exercé plusieurs activités. Et comment vous arrivez à la photographie? À la photographie, lorsque j'étais à l'école primaire, quand les gens venaient me faire les photos, vraiment, ça me plaisait. Ça me plaisait. Et donc, je partais tout souvent, même l'heure des cours, je vais dans les studios et je me cache, puis je regarde. Quand les photographes mettent les appareils, mettent les trucs sur leur tête, ils filment. Ils se disent, mais il fait quoi dans la maison là-bas? Il fait quoi là-bas? Donc je regardais, ça me plaisait. Ça vous passionnait. Jusqu'à ce qu'au CM2, on venait nous faire les photos des armées. Donc tout ça, je suis le photographe. Il me demande, mais il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Je le suis comme ça. Tellement, j'étais trop content. Je me dis, mais comment quelqu'un qui est assis et puis on monte papier là-dessus? Ah, blanc est fort, hein? Donc j'ai aimé ce métier. Et c'est comme ça, j'ai commencé. Quand j'ai fait le magazine. Mais est-ce que vous ressentiez à cette époque-là pour la photographie, c'était différent de ce que vous ressentiez pour les activités précédentes que vous avez eues? Oui, c'était différent. C'était différent. Au début, ça me plaisait. Je me disais que c'est un métier, puisque l'activité me plaisait. Mais c'est après que j'ai compris beaucoup de choses. Voilà. Et donc, quand j'ai pu économiser un peu, j'ai payé moi-même mon premier appareil photo à 7 000 francs. Un appareil photo d'occasion alors? Oui, d'occasion à 7 000 francs. Ok. Je l'ai payé à 7 000 et j'ai commencé à faire les photos. Et quand je passe, en tout cas, je m'appelais Monsieur Soirée. Quand j'entends d'un coup, il y a un bruit, je rentre là-bas. Moi, mais je m'invite. C'est bien d'être audacieux, parfois. Je m'invite parce que j'avais faim. Donc, quand je rentre, je fais les photos, 200 francs, juste pour manger. Et je suis allé maintenant au marché, puisqu'au marché, les couturiers font beaucoup les modernes. Donc, quand ils font les modernes, moi, je tire les photos. Et si j'ai tiré ta photo à 10 h, en tout cas à 11 h, je ramène déjà ta photo. Et on me paye. Et c'est comme ça, un peu, je me suis acheté un vélo. Un vélo à l'époque, et j'ai mis derrière super photographe. Alors. Voilà. Et donc, quand je prends la ville, ah non, super photographe arrive. Quand il y a dans le quartier. C'est à partir des bénéfices, là. C'est à partir des bénéfices de la photographie que vous avez acheté le vélo? Non, oui. D'accord. Pour le vélo, c'est à partir de la photographie. Ok. Que j'ai acheté le vélo. Et j'ai commencé. Super photographe. Super photographe. Pourtant, vous étiez encore un photographe. Voilà, j'étais encore amateur. Oui, justement, je veux savoir, vous avez découvert la photographie au CM2, mais vous ne pratiquiez pas. Vous avez travaillé dans les maquis, etc. Et jusqu'à ce que vous achetez votre premier appareil. Alors, ce que je veux savoir, comment est-ce que vous avez appris la technique? Parce que pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de photo, qu'est-ce qui vous a motivé à justement prendre cet argent-là et ne pas faire autre chose, se dire, OK, je vais lancer dans ça. Mais surtout la technique, c'est pertinent. La technique, pour quelqu'un qui n'avait jamais la technique, elle est partie aussi du fait que quand j'étais à l'école, je partais dans les studios. Et je regardais et j'apprenais souvent. Je restais à l'école. Au lieu d'aller à l'école, moi je ne vais pas à l'école. Pendant que mes parents croient que je suis à l'école, je suis dans un studio photo. C'était quoi le premier exercice quand vous avez eu l'appareil? Vous avez acheté votre appareil. C'était quoi le premier exercice pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment... Oui, mais avant d'acheter l'appareil, je trouve que déjà, quand les photographes qui venaient au campement pour faire les photos, on paye les pellicules. Donc moi je leur donnais l'argent, ils payaient les pellicules et je prenais eux-mêmes leur appareil, je tirais. Je tirais, ils voyaient les bâches, souvent il y a des bâches où vous voyez les États-Unis derrière. Souvent vous voyez New York, on dessine des grès puis on s'arrête derrière. Quand on voit, il y a un bateau et puis on arrive avec des bateaux. Il a fait ça. Comme si c'est Bill Clinton, il est derrière moi. Voilà, vous connaissez. Donc c'est comme ça. J'apprenais avec eux jusqu'à ce que j'ai moi-même le mien. Et quand j'ai eu mon appareil photo, j'avais déjà une notion. OK. Et j'ai commencé. Et en vendant maintenant les photos, au lieu maintenant de 200, j'ai commencé à monter un peu. Parce que là, il y a eu vélo maintenant. Ah oui? Oui, il y a eu vélo, donc je commence à être grand. Voilà, donc je vendais maintenant à 400 jusqu'à arriver à 500. C'est comme ça. Après, mon vélo, j'ai payé ma cacomiaf. Et lorsque mon oncle voulait me marier, où j'ai fui, je suis arrivé dans mes photos. En tout cas, moi-même, ce que Dieu m'a donné là, j'ai vu moi-même. J'ai vu une femme qui m'a plu. J'ai dit, voilà, c'est celle-là que j'ai vue. Dans les photos. La chair de ma chair. L'os de mes os. Et c'est elle qui m'a plu. Et quand j'ai payé mon vélo, je partais la chercher à vélo. Et quand elle monte dans son quartier, mais toi, tu fais quoi, Burkinabé là? Tu es derrière Burkinabé? C'est Burkinabé qui a vélo? Elle dit, non, c'est mon mari. Il dit, toi, tu as fait dans tout quoi de voir ces photographes, tu as dit comme mari. C'est photographe. Elle dit, oui. Donc, c'est elle qui est là. C'est vraiment
Elle est belle en plus. Merci, maman. Elle m'a vraiment soutenu. Chaque fois, elle me disait, si c'est le métier que tu as choisi, vas-y. Et j'étais là, un jour, j'étais couché. Vers 2 h du matin, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu que il faut persévérer. Ce métier, cette route que tu es en train de prendre, il faut persévérer. Que grâce à toi, beaucoup d'hommes seront sauvés. Et ce métier, il est noble. Donc, je suis sauté. J'ai cherché à côté de moi qui est là. Je vois une personne dire, ah, c'est là que j'ai compris que c'était un message de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir plus profond. Toute ma vie, ce n'est que c'était la photographie à l'époque. Alors, on va dire que vous avez gravi les échelons depuis près de 20 ans maintenant que vous êtes dans la photographie. Ça a été quoi les plus beaux moments de votre carrière de photographe? Puisque vous êtes passé d'amateur à professionnel. Oui. Les plus beaux moments, d'abord, c'est lorsque j'ai connu ma femme. J'ai su qu'avec la photographie maintenant, je m'occupais de ma femme. Et avec la photographie, je ne pourrais plus demander à tonton ou à tanti. Moi-même, je pouvais payer pour manger. Et avec la photographie à l'époque, mes amis, même quand on arrive maintenant, c'est moi qui payais pour tout le monde. Parce que je payais pour mes amis et on mangeait. Et j'ai compris que déjà, si avant on me donnait, mais aujourd'hui, moi-même, je donne aux gens et j'arrive à souvenir mes besoins, c'est que la photographie, elle est vraiment bonne, il faut que je m'y mette. C'est dans le sens que j'ai commencé à approfondir ce métier. Est-ce que vous avez eu, grâce à la photographie, à côtoyer des personnalités de ce pays, à photographier de grands hommes? Oui. De grands oui, grâce à la photographie, j'ai photographié plusieurs ministres. J'ai même photographié le président de la République. Parce que quand il y a une visite d'État, quand il y a une visite d'État, on nous donne des badges, des badges qu'on porte. Et donc, grâce à la photographie, j'ai eu accès à ces badges. Et j'ai pu faire des photos même au président de la République. Donc vraiment, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que sans ça, je ne vais pas faire la photo de la République. Vous alliez le rencontrer. Oui, possible. Alors, vous dites aujourd'hui que vous êtes photographe professionnel. Alors moi, je sais, comme ça, sur Internet, qu'il y a des écoles de photographie. Je veux savoir à quel moment on se définit, à quel moment on se dit qu'on est photographe professionnel. Est-ce que c'est parce qu'on commence à avoir des grands gombos, donc photographier les hommes d'État, les ministres, qu'on se dit professionnel? Ou qu'on s'améliore peut-être dans sa façon de travailler? Non, non. Lorsqu'on se dit photographe professionnel, il y a des étapes. Vous venez de le dire. Il y a d'abord la formation. Vous pouvez partir d'une école de formation. Comme d'autres n'ont pas les moyens, comme ça coûte cher, on voit des studios dans le quartier et eux-mêmes ils forment les photographes. Et quand on fait la formation, quand on finit, puisqu'on dépend du ministère de l'Artisanat, en passant par la chambre de métier. Vous partez maintenant à la chambre de métier pour vous déclarer. Et là-bas, on va vous donner le registre du métier. Parce qu'avant, c'était le registre du commerce, mais grâce au ministre, nous, on a notre registre à part, qui est dénommé le registre de métier. Donc, avec le registre de métier, maintenant, vous payez maintenant votre carte de la chambre de métier, qui vous fait maintenant un artisan. Et après avoir fini d'être artisan maintenant, vous venez maintenant payer la carte de la fédération maintenant. Et c'est étape par étape. Avec la photographie, on le sait, vous nous l'avez dit, vous arrivez à subvenir aux besoins de la famille. Mais à quel moment vous décidez de faire bénéficier d'autres personnes par ce métier? Le moment qui m'a touché, c'est que pendant que j'étais en train de tourner, de faire des photos de par-ci, par-là, je voyais aussi des photographes. Je les approchais, parce que c'est un milieu où j'ai voulu persévérer dedans. Donc j'écoutais un peu leurs critiques, je posais des questions pour en savoir plus. Et d'autres me disaient comme ça qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent pour payer un appareil photo. Ils ne peuvent même plus, d'autres ont mis leur appareil photo et d'autres sont devenus des pousseurs de trop. Je dis, mais attends, tiens, un photographe qui laisse des appareils photo qui poussent au trop, mais attends, je vais aussi faire, puisqu'il y a les gens, il y a les femmes photographes parmi nous. Donc j'approche aussi les femmes photographes, je demande. Donc nous disent que on a notre mari, on a 4 ou 3 enfants, mais monsieur est décédé. Mais les enfants sont sous la charge de madame qui est photographe qui ne fait rien. Mais puisque elle est obligée maintenant de souvent aller avec des hommes pour avoir de l'argent pour mettre les enfants à l'école, il dit non, tiens, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on s'y mette parce que c'est un métier noble. Si le métier de la photographie caméraman artisan est bien organisé, mais madame, avec 3 cérémonies, tu n'es plus qu'un fonctionnaire. Mais justement, qu'est-ce qui peut pousser un photographe à vendre son appareil photo? Ce qui peut pousser le photographe à vendre son appareil photo, c'est la concurrence déloyale. Souvent, aujourd'hui, les cyber. Et les cyber, aujourd'hui, ils sont transformés en photographes. Aujourd'hui, des gens ont des appareils photo et des portables qui sont eux-mêmes photographes. Donc aujourd'hui, nous-mêmes, notre métier, on n'a plus accès à notre métier parce qu'on ne peut même plus partir au labo pour laver les photos. Les gens font les photos sur Facebook, eux-mêmes s'ils regardent, disent non, quand tu viens des cérémonies, non, je ne veux plus de photos. Un photographe qui a une cérémonie, il prend un mariage, du là comme ça qui va rentrer, mais c'est difficile qu'il tire au moins 10 photos parce qu'eux tous ont des smartphones.
Ils font les photos eux-mêmes. Ils s'en vont eux-mêmes souvent laver, mais d'autres, ils balancent sur le Face. Donc du coup, le photographe qui a payé son appareil, aujourd'hui, l'appareil le plus moins cher, c'est 300 000. Mais il a cotisé, ou ses parents leur ont dit, ils ont payé l'appareil, il a oublié de mettre dans son tiroir parce que ça ne sert plus. Les gens ne veulent plus les photos physiques. Donc du coup, ils préfèrent laisser et ça va soit plus autre. Les smartphones vous font de la concurrence. La concurrence avec les cyber, font la concurrence. Donc ça fait que les gens sont obligés de laisser. Parce que imagine, tu as un enfant, ou tu as 2 enfants, mais il doit vivre. Donc il est obligé d'aller faire autre métier. D'autres vident des poubelles, d'autres deviennent des balanceurs. Or, ils connaissent bien, ils sont photographes, caméramans, mais ils ne peuvent pas parce que tu vas photographier qui? Ce n'est pas les voitures. Qui va les payer? Mais malgré tout ça, vous arrivez quand même à vous en sortir. Oui, malgré ça, continue de vous nourrir et de nourrir d'autres personnes. Oui, comme je dis, j'ai persévéré. D'accord. J'ai persévéré parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Pour y arriver là, vraiment, c'est Dieu, toujours. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Et avec nous dans ce studio, l'association des femmes dynamiques de Banco Atier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à la Fédération des photographes. Et nous sommes toujours avec Kwasi Konan, Guy Claude, un homme audacieux et persévérant. Alors, le doyen a une question parce qu'il y a un chapitre important dont on n'a pas parlé. Oui. C'est parti. Le thème dit mon appareil photo a fait de moi un bienfaiteur. Tout à fait. Alors, je voudrais que M. Konan nous parle un peu de ses bienfaits. C'est vrai, vous avez parlé de la famille, vous avez parlé aussi de certaines personnes que vous avez aidées à s'installer, mais en plus de cela, qu'avez-vous fait? Merci, maman. Et il faut dire que le bienfait est parti du fait que, en faisant les photos, on s'est assis, j'ai approché mes collaborateurs. Je leur ai dit, dans toute chose, il faut rêver grand. Il faut chercher à faire quelque chose qui va rester dans l'esprit de tout le monde. Et c'est comme ça, on s'est mis ensemble, on a réfléchi, on a vu que avant, les élèves partaient faire des photos dans les studios. Et quand les élèves vont faire les photos dans les studios, ce n'est pas tous les photographes qui ont des studios. Donc j'ai dit, bon, on se met ensemble, on va vers les draines et les IEP pour leur demander l'autorisation, pour leur expliquer le bien fondé. Le fait qu'en laissant les élèves à l'école, et nous on va venir en fédération pour faire les photos, on va prélever des ristournes sur les photos pour reverser à l'école. Et nous aussi, les photographes, ça va nous permettre de mettre nos enfants à l'école. Parce qu'on est aussi parents d'élèves. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous avez un enfant qui va à l'école, il dit, papa, maman, je vais à l'école. Mais Dieu seul qui sait, ceux qui vont venir, c'est sauf le soir. Mais pendant que l'enfant, il a soif, il demande la permission à la maîtresse pour sortir, pour aller boire l'eau dehors. Il y a des chauffeurs aujourd'hui qui ont les permis à 10 jours. Mais il peut cogner l'enfant. Les enfants qui quittent loin, ils restent devant la classe et puis il dort, le soir, il va reprendre les cours. Pour ceux qui passent leur temps à faire du mal, ils peuvent venir prendre l'enfant pour faire les sacrifices. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble et on a commencé à faire les photos dans les écoles. Et quand on fait les photos dans les écoles, nous, les photographes aujourd'hui, ça nous permet de mettre nos enfants à l'école. Ceux que leurs femmes l'avaient quitté, ils sont revenus, les femmes sont revenues. Les femmes qui avaient perdu leur mari, elles ont eu maintenant de l'argent pour mettre les enfants à l'école. Au lieu d'aller sortir avec des gens, non, elle ne fait plus ça. Elle se concentre maintenant sur son travail et elle met les enfants à l'école, elle prend un nouveau toit. Aujourd'hui, ceux qui sont malades, ils se soignent grâce à la photographie. Et on fait aussi, parce que c'est un truc gagnant-gagnant. Nous, les photographes, on gagne et l'éducation nationale aussi gagne. Mais ça a permis aussi de faire un bilan d'activité de 2015 à 2018 à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA, que grâce aux photos, on a investi dans l'école ivoirienne. On a construit des écoles. Et aujourd'hui, d'autres personnes qui ont leur argent, ils construisent des écoles et à la rentrée, ils attendent les retombées. Nous, ce n'est pas des retombées. Nous, on construit et on donne cadeau. Parce qu'on dit, nous, étant photographe, caméraman, artisan, c'est notre manière de contribuer à l'avancement du pays. Il faut dire que vous êtes à la tête de la fédération depuis 2015 et la fédération elle-même existe depuis 2011. En tout cas, vous êtes à féliciter parce que vous faites un très très beau travail. Sur ce, nous allons recevoir Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors, il faut dire que sur la page Facebook de ces midis, ils étaient nombreux à savoir, avec l'avènement des smartphones et le développement de leurs appareils photo, est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Mais il a plus ou moins abordé un pan de cette question. On a ensuite Loviol Gourmet qui dit aujourd'hui, quand on se retrouve dans certaines manifestations, on a des photographes qui prennent quasiment des photos sans demander l'autorisation. Déjà, est-ce que c'est normal? Et quand ils le font, ils impriment plusieurs cartes qui ne sont pas forcément achetées. Est-ce que la technique est efficace? Quand les cartes ne sont pas achetées, c'est une perte. C'est une perte pour nous parce que le labo, lui, il n'y a pas de photocrédit. Si vous avez tiré 500 photos d'une cérémonie, vous payez son argent. Mais si vous partez les 600 photos qu'on réduit seulement 10, mais les 400 photos, vous les gardez. C'est une perte énorme. Alors, sa première question, il demandait déjà si c'est normal de prendre les photos des gens sans leur autorisation. Non, non, ce n'est pas normal de prendre des photos des gens sans leur autorisation parce que l'image, elle est très précieuse. Et c'est tout ça, nous sommes en train de... Mais c'est récurrent, hein? Oui. C'est récurrent dans les mariages, les cérémonies ou autres. Voilà, il dit que c'est photo surprise qui réussit. Voilà. C'est ce message même que nous véhiculons à tous les photographes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 20 000 photographes en Côte d'Ivoire, caméramans en Côte d'Ivoire. C'est un secteur d'emploi. Nous sommes en train de véhiculer le message pour dire à nos gens que vous avez les habitudes, on n'a pas dur. Le changement, un coup, c'est pas facile. Donc c'est petit à petit, on va cultiver ça, le civisme dans l'esprit de nos citoyens et ça va finir par s'imposer. Et de toute façon, avant de faire la photo, il faut demander la permission. Donc nous sommes en train de suivre ces pas. D'accord. Le dernier message il est de Marc-Arthur Ouloté. Il dit « La photographie fait partie de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, une activité noble qui nourrit amplement son homme, contrairement aux préjugés que l'on peut apporter sur ce métier. Et l'invité du jour en est une illustration parfaite. Car quand on vit son métier avec passion et on travaille avec sérieux, il n'y a pas de raison de ne pas être épanoui et de ne pas pouvoir faire du social. En tout cas, bravo à vous. À demain, Caroline. À demain, la semaine n'est pas encore terminée. Merci infiniment. Alors, Monsieur Kwasi, l'entretien est fini. Oui, je voudrais apporter une précision de taille. En fait, Monsieur Kona, il passe par les DREL pour obtenir le marché au niveau des écoles. Et en contrepartie, quand il parle de cadeaux, en contrepartie, il fait ce geste. Il donne la part des établissements. Voilà. En fait, oui, le partenariat est fructueux lorsque chaque partie voit son intérêt. Et je crois que ça a été le secret de M. Kona. C'est pour ça qu'il a pu développer. Merci infiniment. On a terminé. Vous voulez lancer un appel à ceux qui vous regardent ou à ceux qui souhaiteraient embrasser ce métier de photographe malgré les smartphones? D'abord, on remercie toujours Dieu parce que c'est lui qui a permis que nous soyons aujourd'hui sur le plateau. On remercie l'équipe de ce midi à travers notre maman. Merci. Grâce à vous aujourd'hui, quelqu'un de Boussoukro se retrouve aussi à l'antenne. C'est grâce à vous. De Boussoukro à ce midi. De Boussoukro à ce midi. Pour dire qu'on veut dire à la jeunesse que la photographie, ce n'est pas parce qu'on a échoué à l'école qu'on devient photographe caméraman. C'est un métier noble qui nourrit son homme. Au lieu d'aller mourir en Libye sur l'eau, nous on dit non à ça. On peut rester chez nous en Côte d'Ivoire pour travailler. On demande aux autorités de ce pays de nous aider. C'est vrai qu'on se bat, mais une seule main ne peut jamais être propre. C'est les deux mains qui se lavent. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui... Très, très belle chute. C'est une belle conclusion. Ce sont les deux mains qui se lavent. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très édifiant. N'hésitez donc pas à nous appeler au 22 01 00 00 pour participer à l'émission. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Sur ce, nous allons partir pour la littérature, pour recevoir une dame qui est, elle, comptable au ministère des Eaux et Forêts. Et aujourd'hui, elle a décidé de se lancer dans l'écriture. Son premier roman s'intitule « Une féminité amputée ». Merci de recevoir Adeline Camara. Bienvenue sur notre plateau. Meilleurs vœux à la famille. Bonne année à vous aussi. Meilleurs vœux à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous n'avez pas vraiment l'habitude de prendre le micro parce que ce que vous savez faire, c'est compter l'argent et maintenant vous savez écrire. Mais aujourd'hui, on va parler. Merci. Féminité amputée, c'est un titre qui donne quand même froid au dos, mais qui décrit bel et bien une réalité, un phénomène subi par de nombreuses femmes à travers le monde. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de l'excision. Déjà, quand on dit une féminité amputée,
ça tire directement sur l'excision. Voilà, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui touche à la femme, à plus de 200 millions de femmes dans le monde. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle. On en parle déjà, mais je veux qu'on oriente une autre dimension de la sensibilisation. Parce que quand on excise la femme, c'est vraiment une partie de sa vie. C'est ça. Qui part en fumée. Oui, oui. J'ai envie de dire l'une des choses les plus importantes que la femme a, qui est amputée, qui a été ôtée de sa vie. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui traumatise toute la vie. Et dans ce roman, vous racontez la triste histoire de Kaonam. Oui. Voilà, le donc l'histoire se déroule à Kachola, précisément à Fronan. C'est une histoire vraie, c'est basé sur des faits réels. Oui. Kaonam a 3 ans qui perd déjà ses 2 parents. Qui perd ses parents en espace de 2 semaines et qui est récupéré par sa tante maternelle qui lui promet de lui donner un avenir, de la mettre à l'école et tout. Et puis, bon, arrivée chez elle, elle garde la petite comme une servante. On a l'habitude de voir ça ici. Voilà. Donc, la fille qui est gardée comme servante jusqu'à ses 8 ans et soi-disant une pour coutume, respecter la coutume, voilà, la tradition. Voilà. Elle excise la petite à 8 ans et à partir de ses 8 ans, elle est constamment violée par le beau-frère de sa tante. Oh, ça dit que le petit frère du mari a sa tante jusqu'à 16 ans. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment touchant. C'est pour ça que j'ai voulu mettre le point sur ce sujet. Sur principalement l'excision, qui défigure de nombreuses femmes, qui traumatise. Voilà. Elles sont marquées à jamais, ces femmes. Et ce n'est pas terminé, hein, parce que dans ce roman, il n'y a pas que l'excision qui est abordée. Vous avez parlé de maltraitance. D'enfants. Vous avez le parlé manque aussi d'éducation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Caroline, comme on le dit, on vous estime. Précis, elle là, c'est une dame. Philo, je ne parlerai pas de toi parce que voilà, toi, tu es un homme. Mais pour dire qu'aujourd'hui, quand nous voyons les ministres femmes, quand nous voyons aujourd'hui les journalistes, les animatrices, c'est parce qu'elles ont été formées. C'est parce qu'elles ont eu des gens pour les mettre à l'école. Mais bon, précisément, chez moi au nord, la petite fille, vous savez combien d'années on ne fait que faire cette sensibilisation. La petite fille est délaissée. Ouais. Voilà. Et je voulais toucher aussi à ce thème pour dire que la femme a besoin. Parce que je me dis que la femme est la continuité de ce que Dieu a fait. Parce que puisque nous donnons vie. C'est cela. Voilà, nous donnons vie. Donc moi je pense que... Merci beaucoup. Un livre préfacé par Agnès Kouendi. J'ai trouvé qu'il était très bien écrit. Voilà, très bien écrit. Merci. Simplement avec des expressions adéquates. Félicitations. Merci beaucoup. Pour un coup d'essai, ça a été un véritable coup de maître. Merci. Il est facile à lire, très accessible. Et vous êtes venu avec une dame qui, elle, a été excisée pendant qu'elle faisait les 4 pattes. Franchement, ce témoignage, on l'aura sur ce plateau. Je n'en dis pas plus. En tout cas, merci pour cette belle œuvre. Merci beaucoup. Merci. Une féminité amputée, roman donc disponible dans toutes les librairies. Oui, surtout à la librairie Carrefour pour le moment. D'accord. Voilà. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau et de mettre le doigt sur ce phénomène. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Je vous en prie. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est donc terminé. Priscille la dégameuse. On va vous retrouver maintenant. Je suis en position. Alors, vous savez que les mercredis, on ne fait pas que rire, on apprend. Donc, on essaie de boucher nos lacunes avec un micro-trottoir. Une question bien précise. Alors, dans le mot ex-aequo, on retrouve combien de fois la lettre Z? On regarde les réponses. C'est Priscille la dégameuse, avec Priscille la dégameuse. On regarde les meilleures réponses du micro-trottoir. On retrouve combien de fois la lettre Z dans ex-aequo? 1 fois ou 2 fois? 1 fois. Ex-aequo. Ex-aequo. 1 fois. Vous pouvez épeler ex-aequo? Ex-aequo. E-X. E-X, C-E-Q-U-A. A-U-T. Monsieur Ulrich, on a combien de Z dans ex-aequo? Un seul. Un seul. Pardon? Un seul. Sûr? Oui.
Il n'y a pas de Z dans Execo. Vous êtes sûr? Sérieux? Vous pouvez épeler? E-X-C-E-C-O, je crois. Execo. Je crois que c'est E-X-E-C-O. Mais il n'y a pas de lettre Z dans Execo. Vous êtes sûr? Ouais. Est-ce que vous pouvez épeler? E-X, Execo, E-X, E accent aigu et puis bon, C-O. Alors, dans le mot Execo, on retrouve combien de fois la lettre Z? Execo, il n'y a pas de lettre Z dedans. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. On retrouve la lettre Z une fois ou deux fois? Bon, je vais dire une fois. Execo, E, Y, O. Eric, on a combien de lettres Z dans Execo? Une seule lettre. Quoi dire Olivier? On a combien de lettres Z dans Execo? Execo. Je pense au moins 4. Pardon? Je vois 4. 4 lettres. Execo. Donc on a 4 Z. Ouais. Il y a combien de Z dans Execo? Combien de Z? Il y a un Z ou deux Z? Un Z. Sûr? Oui. Execo. On a un Z ou deux Z? Je crois qu'on n'a pas de Z dans Execo. Donc on a un Z. Non, pas du tout. On en a combien? 0 Z. Épelé? Execo. E. X. E. C. A-U-T. Execo s'écrit avec un Z ou deux Z? 2 Z. On retrouve combien de fois la lettre Z dans le mot Execo? Execo, je crois 2. Execo, ça doit être X. Ouais. X. Alors, merci, je vais vous dire rapidement comment ça s'écrit. Alors, Execo s'écrit E-X, trait d'union si vous voulez. Donc, E-X, et puis on met petit trait, comme vous le voyez à l'écran. A-E-Q-U et O. Donc, ça se lit Aeco. Enfin, ça s'écrit Aeco, mais ça se lit Execo. Voilà. Et Execo, c'est avoir le même rang dans un classement ou être à égalité. Donc, quand il y a deux personnes qui ont certainement la même moyenne, on a le premier et le premier ex-aequo ou la deuxième et la deuxième ex-aequo. Merci, à mercredi prochain. Merci infiniment, Priscille la dégameuse. Eh bien, nous allons recevoir à présent une femme de médias accomplie. Elle est éditrice de revues. Merci donc d'applaudir Alix Kofi, qui est notre invitée, notre deuxième invitée surprise. Et voilà, vous faites bien de lui réserver un bel accueil. Elle est l'auteure de revue Something We Africans Got, ce que nous, Africains, avons. Voilà donc cette œuvre. Bienvenue à vous sur notre plateau. Alors déjà, j'aimerais que vous puissiez nous décrire un tant soit peu, en quelques phrases, l'œuvre que je tiens entre les mains. Alors, c'est le volume 6 de la revue. Tout à fait. Elle a été fondée en... C'est un mensuel? Non, c'est 3 fois par an. 3 fois par an. Mensuel, j'aurais du mal avec cette épaisseur. Franchement, même si on dit que c'est un annuel, on va comprendre. Hein, parce que franchement... Oui, c'est très riche et très généreux parce que justement, ça montre l'étendue de tout ce qu'on sait faire dans un domaine donné. Il y a 3 thèmes, il y a 3 parties, pardon, un thème défini, ensuite un pays d'Afrique. Et on essaie de montrer qui fait quoi sur la scène artistique et intellectuelle, parce que c'est aussi important de montrer la pensée. Ensuite, il y a une 3e partie, c'est un pays non africain, et on essaie de voir quel lien culturel il entretient avec l'Afrique. Le but de la revue, c'est de placer l'Afrique au milieu d'une conversation sur l'art et la culture, et montrer qu'on a des artistes de très haut niveau, des philosophes, des écrivains, des poètes. C'est pour montrer ce qu'on sait faire à la terre entière. Parce que vous estimez que c'est méconnu, l'art Absolument, et la culture. Oui. Pour moi, je suis une porte d'entrée vers ce domaine-là. Il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de magazines qui parlent de mode, qui parlent de lifestyle, d'autres choses, et j'essaie d'avoir un niveau un peu plus pointu. Alors, j'ai des grandes sœurs dans cette entreprise. Il y a la Revue Noire qui était là entre
depuis les années 90 jusqu'à début 2001. Il y a NK, qui est une revue publiée aux États-Unis et en anglais. C'est important parce que ça, c'est en français et en anglais, les deux. Puisque le monde anglophone et le monde francophone en Afrique ne se mélangent pas. Et j'essaie vraiment de montrer des points de vue différents, mais en même temps qui connectent dans la revue. Et il y a... il y a pas mal d'autres revues qui font la même chose, mais encore à un niveau plus élevé, parce qu'on est vraiment dans du scientifique là, et ce sont des outils de recherche. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vulgariser un peu avec un contenu valable. Et ce n'est pas juste pour promouvoir, je veux dire, la culture africaine, la faire connaître aux Européens. La question que je veux poser, c'est qu'est-ce que cette œuvre peut apporter ou changer au quotidien des Africains? Ça change le regard qu'on a dessus. Parce que quand on sait qu'il y a des historiens, des penseurs, des philosophes, on regarde les gens qu'on va dans la rue, on sait qu'ils sont au même niveau culturel, on sait qu'on n'a pas attendu la colonisation pour avoir une histoire, qu'il y avait des choses avant, et qu'on n'a pas que l'esclavage et la colonisation ont existé, mais qui sont deux grosses erreurs de notre histoire, mais dans une grande histoire d'Afrique et de la diaspora. Bon, la diaspora, elle est devenue de l'esclavage, justement, pour la plupart, et de la colonisation, mais pour montrer qu'il y a autre chose et que notre histoire n'est pas dépendante de ces deux marqueurs externes, et qu'on a su faire des choses, et qu'on sait faire des choses nous-mêmes. Merci infiniment. Merci beaucoup, Alix, Kofi, d'être venu sur le plateau de Ce Midi. N'hésitez pas à vous procurer donc cette revue. Voilà, lisez, apprenons, exerçons-nous à la lecture et à lire pas seulement des romans, mais aussi ce genre de revue. Ça nous permettra non seulement d'être cultivés, mais aussi d'apprendre ce qu'on aurait pu apprendre peut-être en 5 ans, 10 ans. Voilà, n'est-ce pas? Et ça nous fait voyager, la lecture, ça j'ai l'habitude de le dire. Si vous n'êtes jamais parti en Europe, déjà à travers les livres, vous pouvez apprendre d'autres cultures, vous pouvez vous ouvrir tout simplement sur le monde. En tout cas, ça a été un délice pour moi de vous présenter ce numéro de Ce Midi. Je vous souhaite un très très bon appétit si vous êtes déjà à table. L'émission est terminée. Merci donc à la Fédération des photographes, à l'Association des femmes dynamiques, au fan club Ce Midi. Merci beaucoup. On va se dire à demain pour un autre numéro de Ce Midi. Merci encore, Alix, d'être passé. Et merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. Bye bye.